À votre écoute, passion, partage, bonheur, vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui, merci la vie, merci la vie. Merci la vie. Chers amis, auditrices et auditeurs, bonjour. Il y a quelques jours, j'étais à l'anniversaire d'un ami proche et j'ai rencontré quelqu'un que j'avais croisé 2-3 fois comme ça, mais avec qui j'avais pas eu vraiment l'occasion de m'asseoir dans un petit coin et puis boire un petit verre ensemble. C'est ce qu'on a fait. C'était une soirée sympathique. Et puis, il m'a parlé de son métier qui, pour moi, est un métier passion, parce qu'il a attrait à quelque chose qui, vous le savez déjà, me tient à cœur, c'est la relation humaine. Donc, il est en face de moi. Il s'appelle Philippe Verhecke, et je suis très heureux de vous le présenter maintenant. Un métier passion, ça sera la médiation. Alors, la médiation, c'est a priori quelque chose qui est intéressant, parce que j'ai des amis qui sont passés par ce chemin-là, plutôt que d'aller dans un lourd procès, est moins agressif probablement, et qui va plutôt aller sur des relations à l'amiable. Donc ça me fait très plaisir de vous présenter ce monsieur. Philippe, bonjour. Bonjour Michel. Merci pour ce temps et cet échange tout à fait sympathique. En effet, on a fait connaissance d'une manière tout à fait, je dirais, par hasard, j'ai envie de dire, bien que je considère qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et c'est l'occasion de partager les expériences de vie des uns, des autres, et d'essayer de connaître ce qu'on fait, d'essayer de faire en sorte que on puisse mieux vivre dans les relations humaines, qu'on puisse aussi mieux se comprendre, mieux s'entendre. Et mieux s'entendre, c'est être un peu plus à l'écoute et être un peu plus dans la compréhension de ce qui se passe dans la partie qui est dite en face. Relation humaine, on est d'accord sur le terme, c'est quelque chose qui démontre notre volonté déjà de discuter un petit peu avec nos auditrices et auditeurs. Donc, comment on devient médiateur ? Est-ce que ce sont des expériences personnelles qui disent « Ah, mais quand même, on aurait pu faire les choses mieux dans ce cadre de ma vie, où je connais telle et telle personne qui ont eu des gros soucis, ils auraient peut-être pu mieux discuter ensemble, mais peut-être qu'il leur manquait quelqu'un pour les aider. » Enfin, comment on arrive à ce métier passion ? Eh bien, encore une fois, si on s'appuie sur l'idée que rien n'arrive par hasard, je pense qu'à un moment donné, c'est comme d'autres métiers passion qui sont les sportifs de haut niveau, la médecine et bien d'autres métiers aussi. C'est un métier passion où on doit avoir, je pense, que la passion de vouloir faire en sorte que les gens s'entendent. Il y a une posture, il y a une attitude, il y a une réflexion, il y a une volonté. Il y a aussi, à mon avis, une prise de cœur qui consiste à ressentir les gens dans leurs difficultés, dans leurs peines, dans leurs souffrances, ou effectivement dans leur impossibilité de trouver une entente avec là où les parties qui sont en face. Et profondément, je pense qu'un médiateur doit ressentir les gens, et lorsqu'il arrive à les ressentir, il doit créer un climat de confiance avec les uns et les autres. Ça, c'est quelque chose de très très particulier. Alors, tu parles que ça peut être en relation avec 2 personnes ou plus même, donc ça peut être aussi des groupes de personnes qui ne s'entendent pas, c'est pas forcément une personne, entre guillemets, contre une autre ou qui sont pas d'accord entre elles, ça peut être encore plus vaste que ça. Eh bien, absolument. Que ce soit dans le domaine des affaires ou dans le domaine familial. Dans le domaine des affaires, lorsque on a par exemple plusieurs maîtres d'œuvre qui sont à pied d'œuvre justement pour réaliser un ouvrage, on peut se retrouver effectivement dans une difficulté du fonctionnement de l'ouvrage, que ce soit des inondations, des fuites, une malfaçon, dans lequel on pourra avoir une combinaison d'acteurs, respectivement une combinaison de difficultés qui sont à l'origine du problème, qui ne sont simplement pas perçues parce que les gens sont dans une réflexion souvent monolithique qui consiste à regarder leur propre problème, celui qui est en face, mais il manque souvent effectivement d'une certaine hauteur, d'une certaine largeur de vision. C'est le rôle du médiateur qui est là d'essayer cette perspective. Quand on est dans le cas d'une wari, d'une succession, c'est la même chose. Quand effectivement on se retrouve avec 2 sœurs et un frère, ou 2 frères et une sœur, ou 4 sœurs et 2 frères, on est exactement dans la même chose. Souvent les wari qui sont des affaires de médiation que j'affectionne particulièrement, la plupart des séances commencent avec la phrase suivante, maman t'aimait plus que moi. Et en fait après, petit à petit, on arrive à trouver effectivement quels sont les objets de la mésentente, de tenter de les résoudre avec humilité et avec écoute et compréhension, et tenter, on va dire, de mettre en place un chantier de résolution. Il y a un mot qui me venait à l'esprit, mais à fur et à mesure que je t'écoute, j'ai le sentiment que c'est pas le bon mot. J'avais le sentiment peut-être que la médiation, c'était quelque chose qui allait sur le compromis, plutôt. Alors que si je prends l'autre possibilité, c'est-à-dire d'aller voir un avocat, par exemple, on est sur un jugement. Je pense que le jugement reste le bon mot pour ce qui est d'une procédure juridique avec un avocat.
Mais quel est le mot-clé que l'on mettrait sur médiation? Alors, c'est tout à fait juste en fait. Quand on va chez un avocat ou quand on va en procédure, on a toujours un jugement qui peut être issu, on va dire, d'une procédure conciliatoire aboutie. Donc on peut avoir un juge qui, on va dire, par la qualité de son travail ou respectivement par la qualité des parties, arrive à aboutir à ce qu'on appelle une conciliation. Tant bien même il n'y arrive pas, il doit procéder à un jugement, parce que c'est tel son cahier des charges, avec ce qu'on appelle des gens contents et toujours des gens pas contents. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et là, on pourrait parler de cas en cas de compromis. Dans la médiation, le mot compromis est, je pense, à mon regard, inadapté. Parce qu'en fait, on n'est pas forcément dans un compromis, on est simplement dans un partage de regards. Dans un partage de regards, on peut très très bien imaginer que deux parties soient intéressées par un voyage, mais ce qui les intéresse dans le voyage n'est pas le même objet. Donc on n'est pas dans un compromis, on est simplement dans une entente qui fait que chacun trouve son bonheur. Et en fait c'est ça je dirais le bon médiateur est celui qui arrivera à trouver, si je peux dire, le bonheur, tant bien même on n'est pas à Disneyland, mais on va dire l'intérêt des parties dans la mesure de ce qui les intéresse vraiment, qui pourrait, on va dire, rejoindre certaines formes de ce qu'on peut appeler des compromis, mais pas vraiment. C'est pas le compromis qu'on recherche. Ce qu'on recherche, c'est de comprendre les gens et d'essayer effectivement, avec la compréhension des gens, de leur donner, on va dire, une résultante la meilleure possible par rapport à leurs propres attentes. Concrètement, comment ça va se passer? J'ai un souci avec quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'affection. Et puis un jour, on s'entend plus, on a un gros souci. Et puis, je pense que pour que tu puisses intervenir de façon cohérente, il faut déjà que les deux parties soient d'accord de rentrer en matière. Comment tu vas procéder? Ça, c'est un grand débat au sein de la communauté des médiateurs. Il y a en fait du temps également où j'étais président des médiateurs des associations de médiation de Genève. Déjà à ce moment-là, il y a quelques années, c'était toujours un grand débat. Il y a une certaine communauté des médiateurs qui pensent que les parties qui sont en conflit vont arriver chez le médiateur, on va dire main dans la main ou la bouche en cœur. Alors, en théorie, dans un monde, on va dire un tout petit peu bisounours, pourquoi pas? J'y suis pas opposé. Ça m'est arrivé de voir des associés, par exemple, dans le cadre d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, enfin peu importe, arrivent effectivement au sein de mon cabinet et dit, écoutez, voilà, on a une mésentente majeure. Est-ce que, monsieur le médiateur, vous auriez la gentillesse de nous aider à trouver une issue? Il faut savoir que c'est un cas sur 10. Un cas sur 10. Mais 9 cas sur 10, on a toujours une partie que je me plais à appeler la partie requérante, qui en fait est quelqu'un qui, soit par l'intermédiaire d'un contact, soit par l'intermédiaire d'un parent proche, soit par l'intermédiaire d'une opportunité ou d'une opportunité de la vie qui se présente, se dit mais tiens, la voie de la médiation, ce serait quelque chose qu'on pourrait tenter. Et il y a toujours quelqu'un, une personne, on va dire, qui est plus intéressée que les autres à tenter ça. Le rôle du médiateur à ce moment-là, c'est, à mon avis, de prendre contact avec la partie adverse ou les parties adverses et leur expliquer le fonctionnement de la médiation. Donc il y a un travail d'information qui doit s'engager immédiatement. Ce travail d'information permet de comprendre à l'ensemble des parties qu'est-ce que c'est que la médiation, comment ça fonctionne, et puis de jauger pour le médiateur si l'intérêt et les éléments sont présents pour que une médiation soit faisable. Toutes les disputes ou toutes les situations ne sont pas forcément propices à la médiation. La plupart, à mon avis, le sont, mais pas toutes. Donc en fait, le rôle du médiateur, ça va être à la fois, à ce stade, d'informer les parties ou la partie adverse, mais aussi d'examiner, on va dire, les conditions de réalisation de la médiation et potentiellement, évidemment, le succès. Le succès du médiateur est évidemment l'entente, qu'on n'obtient pas chaque fois, mais la plupart du temps, heureusement. Le médiateur est quelqu'un qui agit sous un serment de confidentialité, je crois. La particularité de la médiation, aujourd'hui, en Suisse et dans la plupart des pays, est le fait que nous avons la chance d'œuvrer dans la plus stricte des confidentialités, au point même que dans le code de procédure civile et dans des différents systèmes de jugement et de justice que nous avons en Suisse, un médiateur ne peut pas être convoqué par un juge. Ça veut dire que tu es assermenté? Alors, moi, je suis assermenté. Tous les médiateurs ne le sont pas, mais au-delà de ça, un juge ne peut pas convoquer un médiateur pour lui demander
un quelconque détail sur, on va dire, une situation de dispute pour laquelle il a été sollicité. Tant bien même un juge le ferait, il commettrait une faute et le médiateur serait tout à fait libre de s'abstenir de tout commentaire. Donc le législateur qui a mis ça en place a volontairement voulu créer une bulle qu'on pourrait appeler un cloud, un espace de confidence extrêmement strict entre les parties qui permet justement et qui offre aux parties un espace de libre pensée, de libre parole avec le médiateur. Pour autant qu'on puisse le rappeler, le médiateur n'est pas un juge, il n'est pas là pour juger des gens, il n'est pas là non plus pour prendre position, il est là pour écouter les gens et tenter de les aider à résoudre une situation difficile. Médiateur, c'est pas simplement un diplôme contre un mur. Je crois qu'il y a des mises à jour de compétences qui doivent se faire également tout au long du vécu du médiateur. En fait, on a voulu, le législateur, lorsqu'il a fixé, on va dire, le règlement des médiateurs, notamment pour être assermentés, a mis en place une loi fédérale qui est la RMED, qui définit un certain nombre de conditions pour pouvoir être médiateur. Parmi ces conditions, il y a un volume de formation ou un parcours formatoire qui est nécessaire. Il y a aussi effectivement un parcours de vie qui est nécessaire, puisqu'on demande effectivement quelqu'un qui a passé de l'ordre de grandeur à peu près de 10 ans dans un poste de direction, de management, etc. On demande également un âge minimum. Il y a un âge minimum qui est requis. Donc on voit que le législateur qui a mis en place la notion d'assermentation pour les médiateurs a voulu que ce soit des gens qui ont une certaine expérience de la vie. Hein. Au même titre, j'ai envie de dire qu'un juge de paix de village qui a quelque part est, on va dire, l'aïeul du village a quelque part à côté d'une bouteille de blanc pour réunir les parties, réunit effectivement les gens, leur disant écoutez voilà, on n'est pas d'accord si et ça, chacun s'exprime et on essaie de trouver un terrain d'entente. D'une certaine manière, il y a cette pensée quand même collatérale ou cette pensée profonde dans le législateur qui est celui de dire c'est l'homme qui va tenter d'aider les gens vraiment. Donc il y a cette fonction-là. Rappelons un sujet, petite parenthèse tout à fait intéressante, c'est que la médiation date de l'ancienne Perse. Elle n'est pas si récente que ça. On en parle un peu plus maintenant, mais elle date de l'ancienne Perse. On avait déjà recours à des médiateurs, qui ne s'appelaient pas des médiateurs, mais néanmoins, des gens qui avaient le rôle de médiateurs, y compris des gens comme Jules César, qui avait à sa droite toute une série de médiateurs qui permettaient, on va dire, d'indiquer à Jules César, les écrits le disent, hein, il y a quelques écrits qui le disent, qui disent, écoute Jules, là, effectivement, dans cette position, tu as pris une décision, est-ce qu'on pourrait peut-être pas trouver une option pour ceci, pour cela, de faire en sorte que tel et tel peuple ne soit pas, on va dire, fâché de cette décision et ainsi de suite. Donc, le rôle de médiateur a de tout temps existé. D'une certaine manière, le rôle d'aumônier au sein des entreprises est une forme de médiateur aussi. On a toujours eu cette pensée de dire comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour aider les gens à mieux vivre. On a toujours eu cette pensée. Est-ce qu'il y a un mode de supervision qui se perpétue aussi au sein des médiateurs pour essayer simplement de se mettre à jour sur de nouvelles pratiques, à mieux faire connaissance d'autres médiateurs ou d'autres processus ? Alors, c'est une question tout à fait intéressante. Alors, d'une part, il y a, pour compléter également la question précédente, il y a toute une série de formations qu'on suit régulièrement, dans lesquelles on peut s'inscrire, qu'elles soient en Suisse, en France, en Angleterre et dans différents pays. Intéressante petite parenthèse d'observer aussi comment la pratique de la médiation s'opère et comment la pratique de la médiation s'instruit dans d'autres pays. Hein. C'est intéressant, on a des pratiques par exemple anglaises ou des pratiques françaises qui ne sont pas du tout les pratiques suisses. Et c'est très très intéressant pour un médiateur de s'enrichir, si je peux dire, des formations qui sont peut-être pas des formations, on va dire, helvético-suisses, si je peux dire, mais aussi des formations qui sont un peu plus anglaises ou un peu plus françaises. Donc on suit régulièrement, en tout cas les médiateurs sont censés suivre régulièrement des cours d'appoint. Et puis, par rapport à la supervision, on a des dispositifs qui permettent de superviser d'autres médiateurs, voire même de faire de la comédiation. Donc il y a différents formats effectivement qui peuvent s'exercer. Je dirais qu'ils sont un tout petit peu moins populaires parce que aussi bien la supervision que la comédiation demandent, on va dire, la mise en place d'un chantier quelquefois plus coûteux ou quelquefois plus contraignant parce qu'il faut que plus de personnes se rendent disponibles à telle ou telle date. Mais la supervision peut être utile, notamment dans le cadre de formation de jeunes médiateurs. Et la comédiation est quelque chose de très riche au sens de la qualité. Je dirais que des médiations d'une certaine complexité, d'une certaine importance, respectivement, qui peuvent aussi aborder un tel budget, puisqu'on nourrit 2 médiateurs, sont bienvenus de s'adresser à un médiateur qui pratique la comédiation. C'est quelque chose de tout à fait intéressant.
Tout à l'heure, tu me disais que pour être médiateur, reconnu en tant que tel quelque part, il faut avoir une certaine expérience de vie. Quelle est ton expérience de vie qui t'a amené à ça? C'est vraiment une question amusante. Moi, je pense que je suis tombé dans le parcours du médiateur, au-delà de mon diplôme d'ingénieur que j'ai fait, du fait que j'ai eu la chance de vivre avec des cultures suisses-allemandes, puisque j'ai travaillé à Zurich, j'ai travaillé également en Suisse romande, ou bien même que j'ai été chef d'entreprise pendant plus de 25 ans. Je crois qu'en fait, tout comme beaucoup de chefs d'entreprise, j'ai ressenti des frustrations par rapport à des situations que je n'ai pas pu résoudre. Et en fait, tant bien même dans mon parcours de chef d'entreprise, j'ai tenté d'être le meilleur patron possible qui soit. Je me rappelle avoir eu souvent cette pensée, malgré toutes les erreurs que j'ai assurément faites. Les circonstances, on va dire, de relations directes, c'est ce que je dis à des patrons d'entreprise à peu près chaque semaine, font qu'il y a de toute façon un rapport d'autorité dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient. Et dans ce rapport d'autorité, il y a des choses qui peuvent se dire, mais l'émotionnel se faisant, il y a des choses qui sont extrêmement compliquées à dire, pour ne pas dire impossibles. Et je pense que de là vient des non-dits, des choses qui auraient peut-être dû s'expliquer, des choses qui auraient peut-être dû faire l'objet d'un échange ou des choses comme ça, qui font l'objet de frustration parce qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où on a peut-être une rupture des rapports de travail, une rupture de confiance, ou même d'autres dégâts qui peuvent se passer parce que tout simplement, on n'a pas réussi à entrer dans le champ du véritable dialogue. Et je crois que ce qui est intéressant dans la posture du médiateur, que ce soit dans un cadre familial ou dans un cadre d'entreprise, c'est d'arriver avec une posture latérale. L'intérêt du médiateur, ce que je me plais à dire toujours, c'est que nous n'avons aucune autorité. Et le fait d'avoir aucune autorité nous met très très à l'aise pour aller rencontrer les gens. Quelqu'un qui s'est mis dans un arrêt maladie longue durée, quelqu'un effectivement qui s'est mis en autarcie, quelqu'un qui ne veut plus discuter avec les autres, quelqu'un qui a changé de comportement alors même que ça fait 10 ans qu'il est dans l'entreprise et qu'on est content de son travail. Tout ça fait qu'à un moment donné, le médiateur, avec la légèreté qui lui incombe, a la possibilité d'entrer dans un espace de dialogue, pour autant qu'il le puisse, et pour autant qu'il en ait la capacité aussi, de façon à dire qu'est-ce qui se passe, comment les choses se passent. Est-ce que c'est directement le concernant? Est-ce que c'est concernant une connexion collatérale dans un autre environnement? Moi, j'ai vu des affaires avec des gens qui changeaient leur comportement au travail parce qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans leur contexte familial. Donc ce sont des gens qui changent parce que même si l'adage qui consiste à dire tes problèmes personnels tu les laisses à la maison et tes problèmes d'entreprise tu les prends dans l'entreprise, on est des êtres humains. Donc on revient, Michel, à ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait c'est la relation humaine qui compte, mais la relation humaine c'est pas un switch. Et en fait on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Donc inévitablement le contexte de ce qui se passe à la maison a un reflet sur le contexte de ce qui se passe au travail. Dès lors, à un moment donné, je pense que le médiateur est le seul qui est habilité à pouvoir, on va dire, essayer d'entendre des gens sur la base de ces deux contextes. Le chef d'entreprise, tant bien même bienveillant qu'il puisse être, attentionné, à l'écoute, attentif, avec toutes les qualités du monde, au même titre que le RH ou le DRH, sont des gens qui ont des limites d'action, et des zones avec une ligne rouge qui n'ont pas la possibilité de dépasser. Tant bien même ils la dépasseraient, il se ferait effectivement le reprocher, certainement. Ce que je trouve intéressant en rapport avec la question que je t'ai posée, à savoir quel était ton trajet de vie qui t'a mené à cela, tu as donné un certain nombre de points qui justifient non seulement le fait que tu sois devenu médiateur, mais qui démontrent ô combien à des gens qui auraient besoin de médiation, tout ce que tu peux proposer en face par rapport à cet état d'esprit, parce que je crois que d'abord tu as un état d'esprit qui est positif dans ce sens, à la relation humaine. Et là, je te remercie. On a un petit rituel dans cette émission. Quand quelqu'un dit « merci la vie », Philippe, comment ça résonne en toi? Alors, j'ai toujours considéré que la vie nous est prêtée et non pas donnée. Dès lors, la vie est perçue pour moi comme quelque chose, comme une sorte de package qu'on reçoit, dans lequel on doit prendre soin. Et on doit en prendre soin jusqu'au bout. Et puis on a un rôle à jouer, avec un allumage au départ, une vie tout au long de ce prêt, et une extinction qui fait partie de la vie. Donc quand on dit merci la vie, je crois que c'est simplement merci de nous avoir donné la chance de pouvoir exploiter ce qui nous est prêté.
Alors, on est dans une émission où on essaye au mieux de dire qu'il n'y a pas que du gris dans les médias, etc., et que c'est pas tous aussi sombre, et qu'on est aussi là, des fois, pour se rendre compte que si on a un petit peu l'opportunité d'être présent dans l'instant, on se rend compte qu'il y a un tas de petits éléments qui sont des éléments qui mettent en lumière un sourire, qui mettent en lumière quelque chose de positif, qui va nous aider. Quelle est la dernière petite lumière que tu as rencontrée qui te dit « Yes, j'ai envie de cette vie ». Celle de pouvoir aider les gens, celle de pouvoir les aider à progresser d'une situation difficile, de les aider à comprendre quelque chose qu'ils n'ont pas compris, quelque chose qui a été leur casse-tête, ou une wari encore, une succession, où des gens, effectivement, des frères et sœurs qui se sont tant aimés, un jour, par l'intermédiaire d'un médiateur, arrivent, on va dire, à trouver une situation d'entente qui va résoudre la situation, on va dire, dans laquelle ils se trouvent et leur permettre de retrouver le bonheur de l'amour qui est le leur. Alors Philippe Ferrag, si on veut avoir plus d'informations sur tes compétences, tu as un site internet que je mettrai en podcast pour nos auditrices, auditeurs, conseil-et-médiation.ch en un mot. Je te remercie du temps que tu nous as consacré. Je sais que là tu te prépares parce que tu as un petit boulot qui t'attend, je crois, aux États-Unis. Donc je te souhaite un bon voyage. Et puis chers amis, auditrices et auditeurs, je vous remercie de votre fidélité et puis à tout bientôt. Au revoir. Au revoir et bonne journée.